Bonjour, je suis le docteur Marc-Antoine Desmarais et je vous fais le cours aujourd'hui sur le traitement médical des lésions méniscales. Je travaille au CHU de Toulouse dans la clinique universitaire de Toulouse où j'ai un poste de médecin du sport et médecin rééducateur. Je vais couper ma vidéo pour vous laisser la place entière pour les diapos. On y va. Dans cette présentation, vous verrez donc l'ensemble des techniques que vous avez écrites ici. Sachez que toutes celles en rouge sont ceux où il y a très peu de littérature, tout au plus 4 à 5 études en tout et pour tout par technique. La rééducation et l'activité physique sont celles où il en existe le plus. Sachez avant tout qu'il n'existe pas de séquence de traitement consensuelle. Donc, tous les outils sont utilisables à n'importe quel moment de votre prise en charge. En tout cas, aujourd'hui, peu de littérature sur le ménisque également, beaucoup plus sur d'autres pathologies, le ligament croisé antérieur ou la gonarthrose. Donc, vous êtes, dans le cas de lésion méniscale, le capitaine de votre bateau en termes de séquence de traitement. On va attaquer avec les traitements médicamenteux. Donc, ce sera un cours un peu catalogue, je m'en excuse. Sur les antalgiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peu d'études, voire aucune étude sur la lésion méniscale et avec cartilage sain. Évidemment, toutes les études sont plus ou moins liées à la gonarthrose, avec, comme Ranou le montre, l'utilisation plutôt utile des INS topiques en première intention. Moi-même, avant de faire ce topo, je prescrivais de temps en temps, même avec parcimonie, des anti-inflammatoires oraux. Peut-être que je reverrai un petit peu ma copie. En tout cas, l'effet est censé être similaire aux opiacés et aux INS oraux, avec des concentrations qui vont dans la synovie, dans les ménisques, dans le ligament croisé antérieur, qui ont été mesurés sur justement l'étude de Ranou. Avec une différence sur l'éthofénamate, qui est celui qui a la plus grande concentration. Donc, vous avez ici le tableau des recommandations européennes en termes d'utilisation des INS topiques vis-à-vis d'autres antalgiques également. Voilà pour les antalgiques. On va passer aux appareillages. Donc, la neurostimulation électrique transcutanée. Donc, alors parfois, on fait un petit peu le raccourci de dire le TENS. Le TENS, c'est vraiment le côté antalgique. Donc, la NMES, c'est pour traiter l'amyotrophie. Donc, évidemment, ça peut avoir sa place en pré-op ou en post-op de ménisque, sachant qu'il n'existe pas de littérature sur cette pathologie. Quelques études sont en faveur de l'utilisation de cet outil avec un niveau de preuve faible. En tout cas, il n'y a pas de résultat supérieur à la contraction volontaire. L'association des deux améliorant les résultats en termes de force musculaire de l'ordre de 15 à 20%. Donc, c'est un outil qui peut être utile, et surtout lorsqu'on a une immobilisation prolongée. Le BFR, qu'est-ce que c'est? Vous reprenez le garrot que vous avez sur votre biceps ou sur votre cuisse, et puis vous le groupez de façon à obtenir une ischémie d'aval. Et donc, vous pouvez faire de la rééducation avec ceci. Qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va augmenter les demandes en muscle. En fait, par cette ischémie, on va, entre guillemets, asphyxier le muscle, et une fois qu'on aura lâché le garrot, les capacités de récupération seront potentialisées. Donc, on aura une plus grande hypertrophie aussi. Et donc, ça va nous permettre quoi? D'utiliser des résistances moindres pour pouvoir faire une hypertrophie égale. Donc, ça va nous permettre d'utiliser, par exemple, si on doit s'alléger en termes de contraintes sur le genou en post-opératoire, on met le BFR, et donc on peut utiliser une charge plus légère en ayant une efficacité qui reste intéressante en termes de trophicité et donc de lutte contre l'amyotrophie musculaire. Donc en pré-op, en post-op, ça peut être utile. Voilà. Les orthèses plantaires et les attelles. Zéro littérature pour le ménisque. Donc, on va se baser sur des études qui sont dans la gonarthrose. Donc, dès que vous avez une association lésion méniscale gonarthrose, vous pouvez y penser. Qu'est-ce qu'on en raconte? Alors, très honnêtement, pas grand-chose, à part que attelle versus pas d'attelle. Donc, on ne parle pas de semelle, mais les attelles valgisantes, peu ou pas de différence à 1 an avec un niveau de preuve faible. Pareil pour les semelles, qu'elles soient contre rien ou en utilisation en comparaison avec des semelles neutres, peu ou pas de différence sur la douleur, la fonction et la qualité de vie à 1 an, avec un niveau de preuve qui est donc modéré. Et si on utilise des semelles à coin pronateur versus attelle valgisante, peu ou pas de différence sur la douleur et la fonction à 6 mois, avec un niveau de preuve faible. Donc les deux fonctionnent un petit peu. On peut essayer les deux avec un effet combiné qui est encore inconnu aujourd'hui. Les infiltrations. Alors, on va voir tout ce qu'on peut infiltrer
dans un genou, enfin quasiment. On va commencer par la cortisone. Je ne vais pas vous faire un cours sur les différents produits. En tout cas, sachez que le ménisque dégénératif avec de l'arthrose a montré une bonne sensibilité aux infiltrations cortisonnées, mais que évidemment son effet n'était pas et ne remplaçait pas l'arthroscopie. N'oublions pas que les infiltrations cortisonnées peuvent avoir un effet délétère dès la première infiltration sur sur l'épaisseur donc de l'interligne. Ça réduit la hauteur méniscale dès la première infiltration. Ça a été montré il y a moins d'1 an. Et ça a aussi un effet supposé sur la déformation des organites de la membrane extracellulaire chez le lapin sur quelque chose qui a plus de 40 ans. Je vous ai mis une illustration ici pour voir comment on pouvait infiltrer le mur méniscal. C'est une approche ici en 3 étapes. Je vous laisserai la regarder à tête reposée. Alors, au-delà d'être un petit peu à réaliser avec parcimonie, est-ce que ça fonctionne? Oui. Vous voyez qu'on arrive dans cette étude de Wildermann de 2019 sur 60 personnes à en améliorer 82%, dont 42% complètement et 40% partiellement, avec un maintien M6 chez la moitié des personnes. Sachant que si vous avez une personne qui a une lésion isolée de la corne postérieure, on avait 72% de personnes complètement améliorées. Donc une indication qui peut être intéressante. Dans une autre étude faite par une amie médecin du sport qui a publié cela il y a un mois, je crois. Donc, elle avait réalisé 35 infiltrations et on a un effet aussi sur la douleur. Alors, avec de gros écarts, vous voyez, en termes de douleur pré-post, tant sur l'effet avant-après moyen ou médian que sur justement les écarts de 3 à 9 et de 0 à 9. L'acide hyaluronique, une seule étude. Alors, c'est un peu particulier, c'est l'Imovis. C'est un acide hyaluronique qui, selon le fabricant, donc, se pose en 2 fois. S'infiltre en 2 fois. Donc, attention, c'était une population qui n'avait pas d'arthrose. Imovis se revendique l'acide hyaluronique du sportif. On voit une belle amélioration sur le WOMAC, alors qu'il était déjà à 19, enfin 18,5, qui n'était pas très haut. Mais on arrive à améliorer les gens d'une quinzaine, 10-15 points quand même. Sur le SF36, on passe d'une fonction de 40 à 60 pour une échelle qui va de 0 à 100 et un potentiel effet régénérant qui a été noté sur l'évaluation en IRM à compléter. Évidemment, c'est la seule étude qui en parle. Toujours est-il que sachez que l'acide hyaluronique ne peut être réalisé que par un rhumatologue vous-même ou un NPR. Les médecins généralistes ne sont pas censés en faire et que la prise en charge était assurée dans un traitement de 3 injections. Et en tout cas, ce n'est plus remboursé depuis le 1er juin 2017. Tout est à la charge du patient. Vous en avez des acides hyaluroniques à 40 €, à 170 €. Je vous la fais courte. Aujourd'hui, les acides hyaluroniques en 3 injections n'ont pas de meilleure efficacité que les acides en monodose et le schéma, le côté réticulé non réticulé aujourd'hui n'est pas montré comme étant supérieur. Donc, nous, on se contente de donner le moins cher au CHU. La mésothérapie, donc, c'est une technique d'infiltration en fait via l'épiderme. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir jouer jusqu'à l'hypoderme avec un pistolet ou avec des aiguilles comme ceci ici sur 4 mm, enfin 4 mm jusqu'à globalement 13 mm, ce qu'on fait. Du coup, on peut avoir différents effets pharmacodynamiques par le produit qu'on met dans la seringue. Il y a peu de littérature sérieuse, ça fait partie, comme l'ostéopathie et thérapeutique non conventionnelle, mais je vous en parle puisque cela peut être intéressant, ça peut être une petite aide en tout cas sur le WOMAC et le VA. Il y a un effet d'amélioration identique aux INS oraux dans les 2 études seulement qui concernent la gonarthrose. Et vous voyez qu'on peut mettre différents produits, des anti-inf, de la calcitonin, du magnésium, je vous le passe. Sachez que ça existe, en tout cas, certains médecins du sport le pratiquent. Tout ce qu'on appelle les orthobiologiques ou l'augmentation biologique, je vais vous parler que du PRP, le reste n'étant pas fait par les médecins, vous en entendrez peut-être parler dans le programme d'aujourd'hui et je vous renvoie tout en bas à l'étude de Cicirella qui est vraiment pas mal pour vous refaire un résumé de ce cours sur quelques pages et qui contient d'ailleurs ces informations-là sur l'augmentation biologique. On va vous parler de PRP. Vous voyez qu'en fait, on a fait une étude sur le PRP, alors in vitro avec du sérum humain et du plasma et rien. Et en fait, ce qu'on montre par rapport à rien, c'est que le sérum humain, c'est celui qui s'en sort le mieux et non pas le PRP. Vous voyez qu'au niveau de la qualité de la membrane extracellulaire, on a une bonne structure, une meilleure collagène, une augmentation de la population cellulaire et une bonne induction des marqueurs de gènes de chondrocytes qu'on n'a pas dans le PRP
et avec une qualité de matrice extracellulaire qui reste a priori, en tout cas in vitro, inhomogène et fibreuse. Mais c'est le traitement qui est le plus utilisé aujourd'hui, en tout cas qui a l'air de fonctionner, puisque sur ces 3 études, vous voyez que Mathieu Olivier, rien qu'avec 10 patients, il améliore de façon significative 15 points du couche. Si on remonte ici en PRP intraméniscal chez 10 personnes encore, on passe de 6,7 à 4,5 de douleurs sur l'échelle numérique à 6 mois. Et l'étude qui a été la plus, à mon sens, la plus intéressante, en associant une suture méniscale avec le PRP dans un essai contrôlé randomisé en double aveugle en zone rouge-blanche avec une fissure verticale d'environ 10 mm minimum, on a une guérison établie selon les auteurs à 85% contre 47% si on leur a mis du NaCl. Je vais vous passer cette étude de Dozielvac ou Dozielvas, je ne sais pas comment ça se prononce pour le coup, et je vous laisserai regarder les résultats. En tout cas, il y avait une amélioration aussi sur le Lichol et qui était corrélée, en fait, a priori, le passage à un stade de grade 1 méniscal était bien corrélé à une amélioration sur le Lichol. Mais alors après, quel est l'effet de la guérison spontanée? Évidemment, sachant que il me semble que vous le voyez, le suivi entre l'IRM1 et l'IRM2 sont assez lots en termes de suivi dans la table 1. Donc la rééducation, évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, vous en entendrez potentiellement parler aussi dans les autres présentations. Je vais vous faire un avant-propos avant d'en parler. Donc il existe peu de littérature sur la lésion méniscale isolée du jeune, notamment, ni sur dégénérative versus traumatique. Donc ça, on a tout mis dans le même sac. S'il existe une lésion méniscale avec de l'arthrose, référez-vous au traitement médical de l'arthrose, notamment je vous reparle de l'étude de Mangeon qui montre que si vous faites faire du vélo à votre patient 25 minutes 3 fois par semaine, vous améliorez d'un tiers sa fonction au niveau du genou, et que les protocoles rééducatifs pour la lésion méniscale sont majoritairement basés sur des exercices de réhab de la gonarthrose. Évidemment, en cas de ligamentoplastie du LCA, le protocole du LCA va devenir prioritaire. Alors, quelle rééducation? Là, je vous encourage à vous rapprocher des rééducateurs avec qui vous travaillez et vous verrez qu'on a une approche de plus en plus en phase et non plus uniquement temporelle, très codifiée avec des échéances en mode un peu on-off où un jour on fait ça et l'autre jour on ne fait plus du tout ça, on fait complètement autre chose. On essaye d'avoir de plus en plus un continuum, de toute façon c'est comme ça que répond l'organisme et vous voyez qu'on se détache un petit peu de ces grands cadres que je vous ai notés ici, même s'ils restent tout à fait corrects, hein. Ça, on ne va pas se le mentir. Avoir des grands repères temporels, ça peut nous aider, mais c'est vrai que ça peut nous aider surtout dans les rééducations où en fait on peut essayer de pas de gagner un petit peu de temps, mais où en fait on essaye tout de même en réagissant par phase et on se rend compte qu'en fait dans plusieurs études qui se sont intéressées à synthétiser les résultats d'études qui n'avaient pas fait d'allègement ou de restriction de mobilité, en fait, il n'y avait pas plus de mauvaise évolution à 6 mois, voire 1 an. Alors, ça reste justement 2 ou 3 études qui se baladent, mais ça reste des données intéressantes. Quelle rééducation? Alors là, je ne vais pas pouvoir vous donner grand-chose. Pas de consensus, des protocoles tout autant variés qu'il y a d'études et donc pas meilleur qu'un autre actuellement. Par contre, on va voir que faire de la rééducation, ça peut être utile. Là, je vous ai donné un des protocoles ici, par exemple. Donc, c'est utile, oui, ça améliore la douleur et la fonction. Et les résultats, en tout cas dans cette étude, vous disent que si vous avez des bons résultats à 3 mois, vous les maintiendrez à 1 an et vice-versa. C'est la seule étude qui dit cela. Après, on a eu une belle avancée, on va le dire comme ça, de 3 méta-analyses qui ont été publiées en 2020 sur les effets combinés ou séparés de la minisectomie partielle et de la rééducation. Je vous en ai mis 2, la troisième, je n'ai pas trouvé terrible, et puis il nous fallait faire un petit best-of quand même. Donc celle-ci a quasiment comparé ménisectomie versus rééducation seule, sauf par rapport à celle-ci de Erling. Donc vous voyez aussi par rapport à quand on s'intéresse au fait de regarder la mise en aveugle des patients lorsqu'on parle de rééducation, ben, très compliqué hein, de faire de l'aveugle. Sinon, il y avait quand même des biais qui étaient assez maîtrisés. Sur la douleur, vous voyez que la minisectomie partielle vous avantage à 3 mois, 6 mois et 12 mois, mais pas à 2 ans, par rapport à la physiothérapie seule. Sur la fonction, pareil, là, le tableau a changé, mais il reste toujours en faveur de la minisectomie partielle, même seule, par rapport à la physiothérapie seule, à 3 mois, 6 mois, 12 mois, mais qui ne se maintient pas à 2 ans.
On regarde une deuxième méta-analyse. On change un petit peu. Les noms, quand vous regarderez cela à tête reposée, vont vous dire quelque chose. Erling, Katz, c'est ceux qu'on a déjà vus aussi pour vous montrer qu'en effet, c'était utile. Et maintenant, en comparant les 6 essais contrôlés randomisés, on va voir si, en ajoutant la rééduque en post-opératoire, on est meilleur que la rééduque sans ménisectomie. Là, je vous ai laissé ici, du coup, plus de données pour que vous puissiez les regarder à tête reposée. Ça détaille les groupes ménisectomie partielle et exercice, 8 semaines, 6 semaines, 11 semaines, 12 semaines. Vous voyez qu'on n'a pas de consensus. Et ensuite, le groupe contrôle qui était ici. Donc, l'effet combiné, ça fonctionne bien sur la douleur au 2e mois. A priori, ça ne marche plus au 6e mois. Ça marche bien sur le WOMAC. Je ne peux pas vous dire exactement à combien de temps ça marche. Il me semble que dans des études, c'était 3 mois. Des fois, c'était 6 mois. C'était un peu inhomogène. L'effet combiné, ça marche aussi très bien sur sur ce paramètre qui est l'amplitude complète. Donc, vous voyez un net effet par rapport au fait de ne pas faire la ménisectomie partielle, mais ça, je ne suis pas sûr de vous l'apprendre. Et en termes de complications post-opératoires, vous voyez que, alors là, c'est dans l'autre sens, même si on aurait une tendance à la significativité, vous pouvez dire qu'il n'existe pas de différence significative entre le fait de faire une ménisectomie partielle avec exercice ou juste de l'exercice sur la survenue d'une infection de site opératoire ou d'une thrombose veineuse. Donc en gros, on n'est pas plus, entre guillemets, comorbide, on va le dire comme ça, ou morbide après la ménisectomie. Donc voilà pour ce grand tour d'approche. On va conclure. Les médicaments, donc à voir au cas par cas. Vous pouvez essayer les anti-inflammatoires. Ce n'est pas une hérésie de mettre des topiques ou des dentalgiques. Sachez aussi que, vous le savez peut-être, mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques peuvent donner des douleurs d'ulcère, peuvent aussi avoir les mêmes effets secondaires que les INS oraux. En tout cas, on se base ici, dans ce cours, que sur des preuves qu'on extrait de la gonarthrose. Les infiltrations cortisonnées, bonne première approche, mais vous voyez qu'en fait, on a tendance à beaucoup les faire, mais on manque de littérature dessus, donc ça peut donner des idées. Le PRP, l'acide hyaluronique prometteur, pareil, manque de preuves, donc ça peut vous donner des idées aussi, si vous voulez faire un peu de recherche. L'appareillage, effet extrapolé de la gonarthrose, selon l'adhésion du patient, si vous avez des personnes qui semblent rentrer aussi dans le cas de ménisque dégénératif et de gonarthrose, il y a un petit effet avec un effet combiné qui, je vous le rappelle, n'est pas encore connu. La rééducation, à mon sens, vous direz, ce n'est pas original pour un rééducateur, mais elle est toujours intéressante. Il peut exister des protocoles rapides que je n'ai pas pu vous détailler. On pourrait faire 1 heure sur la rééducation dessus. En tout cas, vous voyez qu'elle n'est pas consensuelle. Elle est empruntée à la gonarthrose en utilisant toujours et en faisant attention aux restrictions que vous donnez. Par exemple, l'appui, s'il est contact, restriction, ou s'il y a de la restriction à 90 degrés, les classiques par exemple. Sachez que d'autres protocoles s'en sont affranchis et n'ont pas n'ont pas eu de façon systématique plus de comorbides à confirmer évidemment sur d'autres études. À mon sens, elle doit être tentée avant l'arthroscopie en cas de doute. Vous ne vous ferez jamais de mal à faire de la kiné chez quelqu'un qui sait faire. En tout cas, et puis vous avez encore le BFR qui était un petit peu à la mode, mais qui est vraiment un outil prometteur. Le BFR, c'est l'outil avec le garrot que je vous ai montré. Utilisez-le sur une population même gériatrique. Pourquoi pas, si ça peut permettre de ne pas soulever très lourd, mais de garder de l'atrophicité musculaire, pourquoi pas. Et pareil pour l'électrostimulation, où le côté gadget est à mon sens encore trop vendu, mais où il y a une réelle utilité lorsqu'on sait bien l'utiliser. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Vous avez 2 adresses mail pour me joindre, vous n'hésitez absolument pas, je suis assez disponible. Bon, au 1er novembre 2021, privilégiez peut-être la 2e, on ne sait jamais. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, pourquoi pas. Au revoir.